Je m'appelle Léa et j'ai 30 ans. Pendant 5 ans, j'ai été mariée à Richard, un homme que tout le monde dans notre entourage considérait comme le partenaire idéal. Nous vivions dans une maison confortable, dans une rue bordée d'arbres, où les voisins nous saluaient et où les enfants jouaient en eux. Nos journées suivaient des habitudes familières, des rythmes prévisibles qui nous rassuraient, même si elles n'étaient pas particulièrement palpitantes. Pour un observateur extérieur, nous semblions stables, voire heureux, mais tout a basculé. L'après-midi où la cousine de Richard, Adrienne, est arrivée pour passer quelques semaines chez nous. Tout a commencé innocemment. Richard était pris par des réunions à la chaîne au travail, alors il m'a demandé si je pouvais aller chercher Adrienne à la gare. Quand je l'ai aperçue dans le gare bondé, j'ai ressenti une angoisse avant même de comprendre pourquoi. Adrien était magnétique, grand, athlétique, avec une assurance naturelle que Richard n'avait jamais eue. Nous nous sommes salués d'une étreinte décontractée et j'ai ressenti une étincelle que je n'aurais pas dû ressentir. Sur le chemin du retour à la maison, il m'a parlé de son travail de photographe de voyage. Il venait de rentrer d'un séjour de 3 mois au Pérou et ses récits étaient débordants d'énergie. Tellement différents des plaintes de Richard le soir même à propos des tableurs et des conférences téléphoniques. Ce premier soir, pendant le dîner, Richard s'est lancé dans son monologue habituel sur les jeux de pouvoir au travail, des histoires dont j'avais déjà entendu d'innombrables variantes. Mais mon attention était sans cesse balayée par Adrien, qui croisait mon regard et le soutenait un peu trop longtemps. Je me suis excusée plus tôt que prévu, prétextant la fatigue. Mais en réalité, j'étais allongée, éveillée dans le noir, aux prises avec une question que je n'aurais pas dû me poser. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Et que se passera-t-il si je me permets de le reconnaître? Deuxième partie, limite franchie. Au cours des jours suivants, Adrienne semblait trouver des raisons d'être près de moi. Des effleurements de mains accidentels dans la cuisine. Des sourires doux destinés uniquement à moi quand Richard ne regardait pas. Et je sentais quelque chose s'éveiller en moi, quelque chose qui était resté en sommeil pendant des années. Un soir, Richard dut encore travailler tard et Adrienne proposa de jouer aux cartes dans le salon. J'avouais que je ne savais pas vraiment jouer au poker correctement. Alors je vais t'apprendre, dit-il avec son sourire facile. Alors qu'il se penchait pour m'expliquer les règles, se plaçant juste derrière ma chaise, je sentis une vague d'émotion m'envahir. Son souffle effleurait ma nuque tandis qu'il me montrait quelles cartes garder, et j'avais du mal à me concentrer sur le jeu. Quand je me suis tournée pour poser une question, nous nous sommes soudain retrouvés face à face à quelques centimètres l'un de l'autre. Aucun de nous n'a bougé. C'est arrivé lentement au début, puis plus profond, plus urgent. C'était mal. J'en étais absolument certaine, mais je n'ai pas réagi. Pendant des jours, cette scène a tourné en boucle dans ma tête comme un film interdit que je ne pouvais m'empêcher de regarder. Nos échanges sont devenus plus intenses. Chaque instant volé était comme quelque chose dont j'avais soif sans m'en rendre compte. Un soir, lors d'une autre de ces nuits blanches de Richard, Adrienne m'a demandé si je voulais prendre l'air. Nous avons marché dans le quartier sans but précis, pour finalement nous retrouver dans un petit parc avec un étang. Le clair de lune scintillait sur la surface de l'eau et l'instant semblait suspendu hors du temps. Tu te sens parfois piégée? Demanda Adrienne d'une voix douce. Tous les jours, me suis-je surprise à l'admettre. Il me regarda avec la même intensité qu'au jeu de cartes, et je me penchai en avant que ma raison ne puisse intervenir. Une autre impulsion, plus téméraire cette fois, impossible à retenir. À notre retour, Richard était déjà là plus tôt que prévu. Nous avons fait comme si de rien n'était, mais mon cœur battait la chamade à chaque instant de la conversation. Les rencontres secrètes continuèrent, volées au passage dès que Richard sortait de la pièce. Adrienne me montra même comment préparer la recette de sa grand-mère. Un après-midi, alors que nous mangions des empanadas, il guidait mes mains comme il l'avait fait pendant notre partie de cartes. Je sais qu'on ne devrait pas faire ça, murmura-t-il. Je sais, répondis-je. Pourtant, aucun de nous deux ne s'arrêta. Troisième partie, le dénouement. Un samedi matin, Richard me demanda si je voulais faire des courses avec lui,
Je lui dis que j'étais épuisée et que je resterais me reposer. Après son départ, je pris une longue douche, laissant l'eau chaude apaiser la tension que je portais. Mais soudain, le rideau se rouvrit. C'était Adrien. Isabelle, dit-il d'une voix basse. J'entendis l'eau couler. Je ne pus m'éloigner. Son regard me parcourut et je retins mon souffle. J'aurais dû lui dire de partir immédiatement, mais le mot ne vint jamais. Il entra dans la douche, entièrement habillé au début, puis se déshabilla rapidement sous le cascade d'eau. Tout se passa dans un tourbillon de chaleur, de désir et d'abandon. C'était enivrant, bouleversant, comme si rien ne pouvait me résister, même si j'avais essayé. Après, ce souvenir me hantait, impossible à chasser. Mais tout s'effondra le matin où Richard m'a confronté. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de notre chambre, tenant mon téléphone, la main tremblante. Un message de Adrien. As-tu trouvé ce que je t'avais laissé dans l'armoire à linge? Je n'arrête pas de penser à hier. La voix de Richard était froide. Que s'est-il passé hier, Isabelle? Il m'a traîné jusqu'à la salle de bain, a ouvert le placard sous le lavabo et a sorti une bouteille de bain hors et de prix qu'Adrienne avait cachée là pour moi. Que s'est-il passé dans cette pièce? La voix de Richard tremblait de fureur et de douleur. J'ai paniqué. J'ai menti. J'ai dit que ce n'était rien, juste un petit cadeau attentionné. Il n'a pas croyé un seul mot. Richard est sorti en trombe de la maison et je me suis effondrée. J'ai couru dans la chambre d'Adrienne, le cœur battant la chamade, lui disant que Richard se doutait de quelque chose. On fera juste plus attention, dit Adrienne calmement. Mais je n'avais pas compris que le temps de la prudence était déjà écoulé car ce soir-là, lorsque nous nous sommes retrouvés au parc, j'ai senti le poids d'un regard posé sur nous. Quant à Adrienne, j'ai ouvert les yeux et je me suis figée. Richard se tenait au bord de la clairière, observant la scène. Son visage exprimait une telle dévastation qu'elle était déchirante. Isabelle. Adrien, dit-il, la voix brisée. Comment as-tu pu faire ça? Adrien a essayé de parler, mais Richard l'a interrompu. Ne parle pas. Vous n'avez rien à dire. J'ai tout vu. Vous devez tous les deux partir immédiatement. Il nous a obligés à faire nos valises le soir même, à exiger nos clés et à claquer la porte à 7 ans de mariage. Quatrième partie, les conséquences. Adrien et moi nous sommes retrouvés dans un motel miteux, avant de finalement réussir à économiser suffisamment pour louer un appartement délabré en périphérie de la ville. J'ai dû trouver du travail immédiatement, car Richard était notre principal revenu. Ce changement brutal de mode de vie a été un véritable choc. Tout semblait plus difficile, plus restreint, plus précaire. Mais Adrien était là au début, réconfortant, présent, puis il a commencé à changer. Il est devenu distant, moins affectueux, moins présente. L'énergie qui m'avait attirée vers lui sembla s'évaporer comme si elle n'avait jamais existé. Un après-midi, je suis rentrée et je l'ai trouvé en train de faire son sac de voyage. Tu pars? Ai-je demandé, la voix brisée. Il évitait mon regard. Isabelle, je n'aurais jamais cru que ça deviendrait définitif. Je pensais que ce qu'on avait s'arrêterait quand ma visite serait terminée. Ma poitrine se serra douloureusement. Alors, ça n'a rien signifié pour toi. Je tiens à toi, dit-il prudemment. Mais je ne suis pas l'avenir que tu recherches. Pourquoi pas? Et sur ces mots, il franchit la porte. Quelques jours plus tard, les papiers du divorce sont arrivés. Mes mains tremblaient en les signant, mettant officiellement fin à la vie que je connaissais. J'avais perdu mon mariage, perdu l'homme pour qui je l'avais détruit. J'ai perdu le confort que je tenais pour acquis. Et pendant des semaines, j'ai pleuré. Des sanglots profonds et déchirants qui m'ont laissé épuisée et vide. Cinquième partie, la reconstruction. Mais lentement, douloureusement, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai appris à vivre seule, à payer mes factures, à prendre des décisions sans que consulter personne, à assumer mes erreurs au lieu de les fuir. J'ai trouvé un emploi dans une petite agence de marketing. Le travail était stimulant, mais il me donnait un but, me permettait de me concentrer sur autre chose que mes regrets. J'ai commencé une thérapie et j'ai enfin affronté le malheur que j'avais évité pendant des années dans mon mariage. J'ai compris que si mes choix avaient été erronés, ils découlaient d'une profonde déconnexion que je ne savais pas comment gérer.
Finalement, j'ai économisé assez pour déménager dans un meilleur appartement, je me suis fait de nouveaux amis qui ignoraient tout de mon passé, et j'ai instauré de nouvelles habitudes qui n'appartenaient qu'à moi. Lentement, très lentement, je suis devenue plus forte. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'Adrien. Et honnêtement, ce silence est devenu une forme de conclusion. Ce que nous avons vécu n'a jamais été réel. C'était une évasion, un fantasme, le frisson dangereux de l'interdit. Épilogue, aller de l'avant. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je ne fuis plus mon passé. Je l'ai accepté, j'en ai tiré des leçons, je l'ai intégré à ce que je suis devenue. Je me suis excusée auprès de Richard, même si je n'attends ni n'ai besoin de son pardon. Ces excuses étaient autant pour moi que pour lui, une reconnaissance de la douleur que je lui ai infligée. J'ai appris que la trahison n'arrive pas par hasard. Elle survient lorsqu'on a trop peur d'affronter ce qui est brisé, lorsqu'on cherche la facilité au lieu de se donner les moyens de faire les choses. J'ai appris que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est plus verte là où on l'arrose, là où on la soigne, là où on accomplit le travail quotidien de nourrir ce qui compte. Je sors avec quelqu'un maintenant, mais différemment, avec honnêteté en communiquant clairement sur ce que je veux et ce que je peux offrir, avec respect des limites et des engagements. Je construis une vie dont je suis fière. Pas la vie que j'avais, qui paraissait belle en apparence, mais qui me semblait vide au fond. Et pas la fuite désespérée que j'ai poursuivie avec Adrien, qui n'a jamais été viable. Cette vie est plus durement gagnée, plus honnête, plus réelle. Parce que parfois, les trahisons les plus dures, celles que nous nous infligeons à nous-mêmes et aux autres, mènent aux transformations les plus profondes. Je ne suis plus la même personne que j'étais quand Adrienne est arrivée à cette gare. J'ai été brisée et reconstruite. Et la personne que je suis devenue est plus forte, plus sage et plus authentique que celle que j'étais. La vie avance, que nous soyons prêts ou non, et moi aussi. Chaque jour, je choisis d'avancer, non pas avec fierté pour ce que j'ai fait, mais en comprenant pourquoi je l'ai fait. Non pas avec des excuses, mais avec responsabilité. Non pas avec des regrets qui paralysent, mais avec des leçons qui me propulsent vers devenir quelqu'un que je peux respecter. Cette liaison ne m'a pas apporté ce que je croyais vouloir, mais ses conséquences m'ont apporté quelque chose de plus précieux. L'opportunité de découvrir qui je suis vraiment lorsque tout confort disparaît. Et cette personne imparfaite et avec ses défauts est quelqu'un que j'apprends enfin à accepter.